La communauté de coups critiques, on se retrouve encore une fois cette semaine pour un tout nouveau montée de niveau et je suis accompagné cette semaine de Elisabeth Simpson du podcast Les Amazones. Salut Elisabeth, ça va bien? Allô Pierre-Philippe, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Tu peux m'appeler Pépé, c'est comme mon surnom depuis toujours. Le pire, c'est ça, c'est on s'est parlé en clavardant. Ouais. Je me suis dit, c'est sûr que tout le monde va l'appeler Pépé. Oui. Mais merci de me donner la permission. Je me serais pas donné cette permission. Ben écoute, pour de vrai, c'est très correct. Donc, hey, merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'avoir répondu à cette demande ludique du montée de niveau dont je rappelle un peu le fonctionnement. J'ai mon invité avec moi qui est bien souvent implanté dans le milieu rôliste, ludique ou autre. Et dans le fond, je pige des questions aléatoires dans ma petite pochette que j'ai maintenant en lien justement avec la dite passion. Mais avant toute chose, Elisabeth, je pense que je voulais savoir un peu tout podcast des Amazones, comment ça se passe ces temps-ci, c'est quoi vos projets, vous en êtes où, c'est quoi même pour les gens qui ne connaissent pas ça et qui écoutent présentement l'émission? Dis-moi tout. Ben, le podcast des Amazones, c'est un podcast qui est diffusé sur choc.ca. C'est un projet qui, en fait, est venu à la suite. En fait, il y avait comme un vide. Il n'y avait plus de podcast geek. Là, il y en a plusieurs à Choc. Je suis contente qu'on se soit multiplié. Mais à un moment donné, il y avait un vide et on m'a approché et on m'a dit « Pourquoi tu n'aimerais pas un podcast geek avec un panel que féminin? » Mm-hmm. Puis là, ça fait du chemin dans ma tête. Puis j'ai dit, ben j'aimerais ça qu'on crée un espace non mixte. Puis on a comme créé un groupe et on a décidé en fait que ça serait un podcast non mixte, mais qu'on acceptait toutes les personnes qui s'identifient dans la grande catégorie femmes, femmes non-binaires. Donc, Okay. c'est un espace que je trouve intéressant parce que ça fait quand même longtemps que je fais de la radio. Là. Ça fait depuis 2012 que je fais de la radio podcast. Puis j'ai toujours aimé le côté c'est une école, puis on n'a pas de prétention, puis il faut bien commencer quelque part. Puis j'ai remarqué que même moi, je l'ai eu les premières fois que j'ai fait de la radio. En fait, la première fois qu'on m'a approché pour faire de la radio, j'étais comme, dans aucune circonstance, je serais capable de faire ça. C'est sûr, je ne serais jamais compétente, puis on m'a dit non, come on, ça va bien aller, puis c'est une chance qu'on m'a donnée et qui m'a permis de développer une de mes plus importantes passions. Donc, j'essaie de redonner ça. Donc, quand les gens ils me disent « ça me tente, mais j'ai peur », je fais comme « hey, on va faire ça ensemble, puis ça va super bien aller. » Puis, puis même si on se trompe, je veux dire, écoute, c'est ça, là, ça fait des années, ça va bientôt faire 10 ans là, que je fais de la radio puis du podcast, fait que ça arrive des fois que comme j'ai des émissions qui n'ont pas enregistré, j'ai des tunes à CISM qui sont parties à mauvaise place, j'ai des mauvaises tunes qui sont parties, en tout cas, tu sais, ça arrive des erreurs, mais c'est pour ça que j'aime ça, créer des espaces d'apprentissage puis des espaces d'ouverture. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'effectivement, on est un podcast geek qui, de par un peu le fait qu'on a mis des bases féministes, on aime beaucoup aborder des sujets, des fois, pas juste, par exemple, on va parler de l'œuvre, mais on va parler de l'œuvre avec une certaine vision féministe, avec une certaine vision aussi des grandes questions woke qu'on ne disait pas à l'époque où on a parti le podcast en 2016. On ne disait pas woke, mais maintenant, on va se l'attribuer. Ça le dit, oui, absolument. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe ces temps-ci avec le podcast? Quand la pandémie a frappé, on était déjà, à ce moment-là, on avait déjà décidé qu'on allait être aux 2 semaines. Puis aussi, moi, j'avais prévu, j'étais enceinte quand la pandémie a frappé, puis on n'a comme pas été super capable de produire une émission 2 semaines au début. On était plus en mode, on en fait quand on est capable. Puis finalement, presque 1 an plus tard, on a quand même continué. Puis là, on a repris un bon rythme, là, je te dirais, depuis la saison d'automne, un épisode aux 2 semaines, mis à part pour, bien sûr, la pause de Noël. Mais c'est ça, ça se passe quand même très bien. C'est d'autres défis de le faire par Zoom, mais c'est pas la même ambiance. Là. J'ai souvent fait plus de la radio type live là, ou faux live, là, ça dépend. Mais là, le faire par Zoom, c'est différent. Toi, tu le vis avec montée de niveau, mais
ça amène plein d'autres avantages aussi. Oui, absolument. J'ai un jeune bébé ici, j'ai aussi plein de personnes qui avaient de la difficulté à participer live à cause de la distance, à cause de la job et tout ça. Fait que là, notre bassin qui est assez grand, parce que ceux qui ne connaissent pas l'émission, dans le fond, c'est souvent, ça vient des membres de notre communauté qui fait comme « Ah, ben moi, j'aimerais ça qu'on parle de WandaVision. » Fait que là, on va parler de WandaVision, puis là, c'est les gens qui s'intéressent. Fait qu'on a un panel qui change presque à chaque épisode. Donc là, ça permet à plus de gens de participer, puis ça me rend bien heureuse. Fait que on est bienveillant, c'est du travail bénévole, on continue à faire de notre mieux. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Mais très cool. Puis je veux dire, pour vrai, je vais être sincère avec toi, je ne connaissais pas ça avant que tu en parles sur le groupe Facebook de Donjons et Dragons. Et Dragon Jeux. Et j'ai été voir, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai écouté des épisodes, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter maintenant. C'est des découvertes comme ça. Merci, je suis contente. Écoute, oui. On fait vraiment de notre mieux, puis je pense quand même qu'on apporte, de façon très modeste, je pense qu'on apporte quelque chose de différent à plusieurs égards. Donc, tant mieux si ça peut permettre. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez retourner dans nos... On n'est souvent pas sur l'actualité parce que s'organiser puis tout ça, des fois, ça fait qu'on parle d'une série que ça fait 2 ans que c'est fini. Fait que venez dans notre univers. On est à presque 180 épisodes de fait. Là, fait que vous pouvez aller feuilleter les thèmes qui vous intéressent, skipper celles que les trucs que vous ne connaissez pas ou que vous ne voulez pas vous faire spoiler. C'est exactement ce que j'ai fait et j'ai choisi des questions comme ça en lien avec ça. Moi, je fais ma recherche avant. Est-ce que tu es prête, Elisabeth? Oui. Parfait. Fait que dans le fond, je te rappelle, je te pige la question, tu peux élaborer autant que tu veux sur la question. Ça peut être très long, ça peut être très court, selon vraiment ton bon désir. Si tu ne veux pas répondre à la question, tu dis « je passe ». Je passe. On change comme au dragon. Comme au dragon, exactement. Et on change simplement la question. Donc, c'est parti. Hey! Première question, c'est tout le temps stressant au début. On est comme, qu'est-ce qu'on se passe? Et bon. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une personne t'invite à une partie, il te décrit un peu de quoi il en retourne, et à cause soit du setting ou de l'ambiance de la partie, t'as fait « ouf, non, laisse faire ». C'est une bonne question. Pour dire aussi, là, pour parler un peu de mon vécu, moi, j'ai joué beaucoup à Donjons et Dragons, mais dans certains contextes très, très précis, dans le sens que moi, j'ai commencé à Donjons et Dragons avec mon père, en fait, et avec les amis de mon père. Donc, c'était tous des quarantenaires qui avaient des passions et qui se rejoignaient. C'était comme un peu leur moment de bonding dans lequel ils pouvaient comme prendre un temps une fois par mois pour connecter. Fait qu'on jouait pas beaucoup pendant longtemps. Fait que c'est plus à l'âge adulte que j'ai essayé de me greffer à des groupes. Mais c'est difficile de s'organiser en Donjons et Dragons quand on est rendu adulte. Hein? Oui, c'est pas la même game pantoute. C'est pas la même game pantoute. Là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça bien trippant, là, les gens qui ont capoté sur Donjons et Dragons, mettons, à 12-13 ans, puis qui avaient comme leur gang d'amis qu'ils pouvaient voir à chaque semaine. C'était pas exactement cette dynamique-là. Fait que moi, c'est ça, j'ai fait beaucoup plus de grandeur nature que j'ai fait de temps sur table. Ça fait 15 ans que je fais du grandeur nature. Mais là, j'essaie de penser, mettons, grandeur nature ou Donjons et Dragons, est-ce que j'ai déjà refusé? C'est sûr que j'ai déjà refusé des parties, mais souvent par manque de temps. Oui, que pas par manque d'intérêt ou par, disons, atome non crochu. Parce que disons que le grandeur nature, c'est quand même c'est dispendieux. C'est dispendieux, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Ouais. C'est ça. Fait que je pense entre autres à une amie à un moment donné qui elle, scénarise pour, je vais saluer nos collègues du même terrain, mais c'était pour le GN Kiramur, qui est un GN de Star Wars, qui a lieu sur Terra, sur les terres le terrain de Terra Corvus. Puis j'avais refusé parce que j'étais comme, hey, avoir un 3e GN, c'est-à-dire être en GN presque à chaque fin de semaine, finalement, pour l'été, c'était pas possible. Fait que je me rappelle que ça, c'est une fois où j'ai fait, ça se passera pas. Mais sinon, non, mais invitez-moi. Je vais avoir le loisir de vous refuser. Par manque de temps. Parfait. Je vais t'inviter à un one-shot pour coup critique et tu vas me dire non. C'est parfait. Hey, prochaine question. C'est pas une question un peu plus positive. Là. Ça a comme commencé négatif. Là. Ouais. OK. Oh!
est-ce que tu es nostalgique de la seconde édition de D&D? Ou d'après toi, maintenant avec du recul, c'est quand même poche? Écoute, j'ai joué un peu à la seconde édition dans un camp de jour de Donjons et Dragons OK. à Saint-Bruno de Montarville, represent. Euh, écoute, moi, de ce que je me rappelle de la seconde édition, moi, je jouais souvent des bardes et le barde était vraiment cool dans la seconde édition parce que c'était comme un magicien, voleur, guerrier. Ouais, c'était comme un peu tout, là. C'était un peu tout, fait que c'était Ouais. super cool. Fait que je me rappelle de ça, puis je me rappelle que c'était pas le 20 le plus fort, c'était le 1 le plus fort, me semble, dans la seconde édition. Hey, si tu me demandes quelque chose, il me semble que je sais plus. Je pense que non. Il me semble que non. Je sais Mais plus. non, ça Pour ne vrai, dit je pas sais. quelque chose, ça, que le 1 il est plus fort que le 20 à la seconde édition. Tu parles qu'il faut lancer le plus bas possible? Non, non, mais que 1, c'est comme un succès. Et je sais pas pour de vrai. Je sais pas. Ça dit Peut-être pas que, que. peut-être que le barde avait un pouvoir qui permettait ça, là. Ça se Hey, pourrait. là, c'est peut-être moi qui a mal interprété la réalité à ce moment-là. C'est ça, dans tes J'étais souvenirs. peut-être pas. Ouais. C'est peut-être un Mandela effect aussi. Ouais, Là. ça se Peut-être que pourrait. dans la dimension dans laquelle j'étais à ce moment-là, c'était ça. Mais pour vrai, est-ce que Mais je suis nostalgique? est-ce que tu as joué des bardes dans les saisons, pas les saisons, mais dans les versions plus récentes? Ouais, j'ai joué un barde dans la quatrième édition, OK. mais j'aimais pas beaucoup la quatrième édition. Non, mais comme en général, les gens l'aiment moins aussi. Ouais. Mais, Fait que- mais je trouvais ça le fun, la quatrième édition, avec les gens avec qui je jouais, parce que c'était une édition qui était tellement comme tout était très expliqué. Puis moi, je ouais. jouais avec la gang de mon père. Là. C'était des médecins, des ingénieurs. Puis là, on pouvait s'obstiner pendant 45 minutes sur est-ce que l'attaque of opportunity a lieu ou pas. Alors là, c'était très clair. Puis là, il y avait des petits dessins pour te le dire où est-ce que tu étais rendu. Mhm. Fait que ça a comme clarifié ce bout-là pour les Encounters. Mais à part ça, j'aimais pas beaucoup cette édition-là. Ouais. Fait OK. que, mais je dirais que je suis surtout nostalgique, je pense, de l'image du Player's Handbook. Tu parles Genre, tu sais, le old school visuel, dessin noir et ouais, blanc, ouais. parce que Ouais, 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 ouais. c'était les premiers livres que j'ai feuilletés quand j'étais Ouais. petite, mais j'ai surtout feuilleté la troisième édition. Je comprenais pas l'anglais, là, mais genre, je trouvais donc que le druide était beau, puis Avec son loup et son oui, cimetière. oui, c'est ça. Ouais, oui, je sais. Je sais exactement de quoi tu parles avec sa peau blanche. Oui. Je sais exactement de quoi tu parles. OK. Bon, c'est correct aussi, garde. Allez, prochaine question. J'y vais. Celle-là. Hey, c'est des longues questions que j'ai écrites à la manche. Ah, ça c'est intéressant. Une chose que tu ne croyais pas pouvoir apprendre grâce au jeu de rôle, mais que finalement, ce fut totalement le contraire. Qu'est-ce que le jeu de rôle t'a appris que tu ne pensais pas pouvoir apprendre grâce au jeu de rôle? À mentir. Oh shit! Pour Moi, vrai? je sais pas mentir dans la vie. Ok. J'ai pas été. J'étais une piètre menteuse quand j'étais enfant. Je me faisais tout le temps pogner. Puis en fait, j'ai comme un code moral. Moi, je suis très loyal good dans la vraie vie. Mais je croyais être très loyal good dans la vraie vie. Finalement, le cégep, les manifestations de 2012, finalement, j'ai compris que j'étais peut-être pas loyal good. Mais je suis quand même très good. Tu sais, genre, j'ai de la misère à déroger au règlement. J'ai de la misère à faire. À utiliser la ruse pour arriver à mes fins. Et c'est quelque chose que j'ai tenté la saison dans laquelle le cycle dans lequel je jouais ce personnage-là, c'est terminé. Mais j'ai osé jouer un personnage que j'étais comme je ne vais pas être gentille. Et ça m'a vraiment fait développer beaucoup de choses au niveau de ma compréhension des fois de, tu sais, c'est pas nécessairement mentir, mais des fois, tu n'es pas obligé de tout révéler ou des fois, tu n'es pas Ouais. obligé de te mettre dans le pétrin juste pour la noblesse du geste. T'sais. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de récupérer pour mes milieux de travail. Pas parce que je veux mentir puis je voudrais voler des taqueuses, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, des fois, de t'offrir un petit répit en disant check, fais juste laisse ça couler, genre, tu sais, comme, Ouais. rembarque pas dans le débat ou embarque pas, tu sais, comme, sois pas la paladin devant tout, tu sais, ça m'a beaucoup... Vas-y plus nuancé un peu, là. Entre autres, ouais, Ouais. puis tu sais, des fois, comme, pour que peut-être que tu finisses par gagner quelque chose qui te tente vraiment, mais des fois, il faut peut-être que tu piles sur certains principes, là. Ouais. Puis, je l'applique semi, là, je suis quand même, c'est très difficile, là, c'est très contre-intuitif, là, mais ça m'a appris à un certain moment, comme, la pertinence de peut-être, des fois, utiliser la ruse. OK, c'est vraiment cool. C'est vraiment le genre de réponse à ce qu'on s'attend. Genre, qu'est-ce que Donjon Dragon nous a appris? La ruse. La ruse. J'aime vraiment ça. OK, cool. Bon, prochaine question. Puis, trouves-tu que ça se passe bien? Est-ce que c'est comme tu pensais?
Ben oui, est-ce que toi, tu as du plaisir? Oui, vraiment, full. C'est vraiment intéressant. Merveilleux. J'ai des très bonnes réponses à mes questions que je pose. J'aime ça. Je crains le jour où je vais pogner quelqu'un qui va juste me répondre des oui-non sans expliquer. Là. Et Mm. euh, Oui, mais en fait, ça, c'est intéressant. Justement, je l'avais écrit en prenant en considération justement ton podcast Les Amazones. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton expérience de jeu dans un contexte où la communauté justement du jeu de rôle est majoritairement masculine. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûre que cette question-là viendrait, fait que j'y ai pensé. Ben, écoute, c'était sûr. Je veux dire, c'est sûr. C'est J'y ai sûr qu'à pensé. passer. Écoute, trigger warning, là, si les gens ne veulent pas entendre parler, mais je vais raconter des anecdotes qui incluent des petits garçons adolescents qui ne savent pas ce qu'ils disent. Ah, mon Dieu Seigneur, ouais, ok, je sais pas. Mais quand j'étais justement à Saint-Bruno de Montarville, dans le camp de jour de Donjons et Dragons, ça arrivait des fois que, en fait, c'est toujours arrivé que j'étais la seule fille du groupe. Puis ça a créé des occasions où est-ce que. Mais j'avais comme 12 ans, 11-12 ans à peu près, là, mais tu sais, comme. C'est arrivé que des petits garçons disent. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, mettons, le DM, il fait vous trouvez la princesse, je sais pas trop quoi, dans sa tour, puis là, qu'ils disent on va la violer. T'sais. Puis je suis contente d'avoir eu des personnes responsables qui géraient ces groupes-là, puis qui ont dit les boys, ça se fait pas, câlisse, j'en fais pas ça. Mais tu sais, c'est des choses que, tu sais, comme t'es jeune, puis t'as besoin d'avoir des personnes en contrôle, justement, des personnes responsables qui vont comme comprendre que comme hey, by the way, genre, c'est peut-être un moment clé où je vais pouvoir prendre ces petits gars-là puis leur dire c'est pas des bonnes blagues, Ouais. c'est pas drôle, puis c'est pas adéquat, puis comme on ne viole pas les gens dans la vie, là, puis c'est... Il y a un apprentissage qui se fait pour de vrai. Là. Ben voilà, Ouais. ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile à certains égards à cause de ça. Mais, mais tu sais, j'ai quand même eu la chance que on m'a pas traité d'imposteur. Aussi, ça arrivait, du moins, je m'en suis pas rendu compte. Fait que ça, c'était pas pire. Puis en grandeur nature, j'ai eu la chance aussi de participer à des grandeurs nature où c'était assez paritaire le nombre de femmes et d'hommes sur le terrain. Donc, il est arrivé par certains moments qu'il y a des accidents, là, mais rien d'aussi majeur que cet événement-là qui m'a beaucoup marqué quand j'étais un peu plus jeune, puis que justement, j'y repense aujourd'hui, puis je me dis, tu sais, ça, c'est arrivé, ça devait être en 2004 à peu près, mais je pense aujourd'hui, j'espère que ça n'arriverait plus jamais, mais je pense qu'encore aujourd'hui, ça serait encore pire. Je pense que la réaction serait encore peut-être plus... Parce que, tu sais, les moniteurs l'ont approché avec humour, mais je pense qu'aujourd'hui, on serait peut-être encore plus rapide sur la gâchette. Rapide sur la gâchette, à réagir au l'ajustement. Oh, ouais. Absolument. Ben, tu le mentionnes, puis j'ai des flashbacks là, des calls que j'aurais entendus quand j'étais jeune. J'ai joué dans juste une gang de gars, là, fait que il n'y avait pas de filtre qui passait. Là, c'était pareil. Mais justement, je suis content aussi d'avoir passé par là, puis d'avoir justement appris. Il y a un apprentissage qui se fait justement sur le long terme. Tu repenses à ces moments-là, puis tu fais comme OK, je ne suis plus du tout la même personne. Bref. Puis je me demande en fait, tu sais, mettons qu'aujourd'hui. Parce que ça, c'est une question que tu as posée à ton premier épisode. Puis ton invité avait dit une des pires affaires qui pourrait arriver, c'est de l'intimidation. Comme si on intimidait un joueur qui était là, si on avait des propos transphobes, tout ça. Puis j'ai trouvé ça super rafraîchissant d'entendre ça, parce que je réfléchissais à ma propre réponse, puis je n'y ai même pas pensé, puis je me trouvais pas, je ne devais pas y avoir pensé pendant que je réfléchissais à moi, comment j'aurais répondu à cette question-là. Puis justement, qu'ils disent que je me sentirais obligée de réagir. Je fais comme, mais c'est nice, ça veut dire que la culture du silence tend à disparaître, puis qu'on est plus dans la mode, ben non, entre boys, on va se parler, puis on va s'expliquer des affaires. Ben, c'est un beau travail d'allié. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui se fait de ce côté-là, surtout justement d'un point de vue de... J'ai l'impression que ça fait comme partie maintenant... pour plusieurs, pour les DM, d'une espèce de... Ça fait comme partie du segment de la préparation de la game, justement, de s'arranger, justement, de voir les thématiques qui ne peuvent ou pas être apportées, puis voir comment est-ce qu'on réagit à tel ou tel commentaire. On dirait que c'est vraiment quelque chose qui est plus mis de l'avant qu'auparavant. Je veux dire, auparavant, mes amis de gars que je connais qui DMaient, ils ne se posaient pas ce genre de questions-là, mais maintenant, plus que le 3/4, ça va être le genre de réflexion qu'ils vont avoir au courant de leur pratique. Là. Puis j'en ai parlé à d'autres personnes là, dans le cadre du monde du jeu de rôle, mais moi, je pense qu'on devrait vraiment démocratiser dans l'environnement du jeu de rôle, en fait, l'utilisation de safe word. Je trouve que c'est un outil qui est souvent super simple à appliquer, mais qui pourrait vraiment aider des personnes. J'ai moi-même, je travaille en ce moment, je suis
pour la première fois de ma vie, je vais être animatrice dans un grandeur nature. Puis j'ai voulu créer un système. Fait que là, je l'ai appelé le système du cœur sensible. Alors là, c'est que quelqu'un pourrait dire pendant une quest, j'ai le cœur sensible et tu pourrais quitter à tout moment. Fait que c'est puis sans problème. Là, mettons, même si on est techniquement, on est sur la mer ou on est dans un donjon fermé à clé, là, la personne du cœur sensible, on lui permet de quitter parce que à un moment donné, tu ne sais pas ce qui va te faire réagir. Tu ne sais pas ce qui va... Comme je pense à un événement super particulier, mais il y a eu un événement de torture dans un des grandes natures que je faisais, puis on n'a pas été avertis, puis on était en plein milieu, là, c'était l'événement final de la fin de semaine. Puis j'ai senti en moi là, monter des choses que je ne savais même pas qui existaient et une espèce de gros sentiment de dégoût que j'étais comme, je ne peux plus rester ici, mais j'étais coincée. J'étais en plein milieu d'une foule. Puis si j'avais pu dire cœur sensible puis que les gens s'étaient tassés puis j'avais pu passer, ça aurait été un autre type d'événement. Ça aurait été un autre type de vécu probablement, mais là, je l'ai vraiment vécu là, comme je me sentais prisonnière, je me sentais pognée. Fait que je pense sincèrement qu'il faut juste démocratiser, peu importe le système, peu importe votre grandeur nature, si vous pouvez trouver une façon d'inclure un safe word, juste au moins pour comme tu sais, j'ai parlé de ça à des gens, puis des gens qui disent ils vont l'utiliser pour tricher. Je fais comme, ouais, mais les gens trichent déjà. Là. Ça existe déjà. Ils vont trouver d'autres manières, si c'est pas sûr. C'est ça, exactement. Oui. Est-ce que tu es familière avec le grandeur nature de l'enclave? Oui, mais non, je ne l'ai jamais fait, mais je sais c'est quoi. OK. Je suis dans l'organisation avec Guillaume Bellil. Puis on a fait, dans le fond, des activités grandeur nature qui étaient plus des espèces de one-shot qui se déroulaient seulement comme un soir. Guillaume Bellil, est-ce que c'est une personne qui fait beaucoup de blogs sur le grandeur nature? Oui, absolument. J'ai lu ses articles de blog. C'est une personne excessivement intéressante et un bon allié. Il est super brillant comme gars, vraiment, vraiment brillant. Puis les activités qu'on avait faites, c'était des activités justement qui se déroulaient un seul soir. Puis c'était des activités qui étaient souvent dans une espèce d'ambiance très moderne, plus sombre, plus... il y en a un, c'était comme une espèce de hiver éternel qui tombait par exemple sur le Québec. Il y en a un autre, c'était dans un bunker dans les années 60, justement aussi au Québec. Puis on avait justement instauré un concept de safe word. Puis même au début de la partie, quand on faisait l'espèce de rassemblement où tout le monde était ensemble, puis avant de commencer à jouer, on mentionnait dans le fond tel individu qui était, si on veut, des espèces de balises, des personnes qui avaient soit des formations en intervention, des choses comme ça, qui représentaient dans le fond des personnes clés. Si jamais vous ne filez pas, allez voir cette personne-là. Puis si vous ne filez pas, on a dans le fond une espèce d'espace qui est pour vous. C'est les personnes qui peuvent dans le fond réagir. Si jamais c'est vraiment une super idée. Ouais. Mais fait que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus qu'on pense dans les grandeurs nature, peut-être, du moins dans ceux que je côtoie. Et jeux de rôle, effectivement, que j'ai pas vu ça souvent. J'ai vu souvent des ce qu'on appelle les chartes. C'est des espèces de feuilles que tu remplis puis que tu coches, en fait, les thèmes que tu ne veux pas voir autour de la table, par exemple. OK, ouais. Puis tout le monde l'a rempli, puis le DM, souvent, il compile ça, puis il prend en considération les éléments qui ne peuvent ne pas être abordés. Puis ça peut être une bonne manière de commencer ça. Mais tu vois, ce qui est intéressant avec cette charte-là, c'est que, mettons, un groupe, des fois, ça peut être un plus petit groupe, mais un grand groupe, tu sais, c'est que l'anonymat devient encore plus fort. Parce que moi, j'ai entendu des gens d'organisations de grandeur nature dire « Tu as juste à venir me voir puis me dire c'est quoi tes traumas, puis on ne mettra pas en contexte avec ça. » Je suis comme « Mais j'ai pas envie de te raconter mes traumas. » Ouais, c'est ça. Mais si je peux remplir une fiche anonyme, genre, moi, je veux pas que vous montriez telle puis telles affaires ou tu sais, je veux pas que si vous le faites, tu sais, je dis pas que dans le fond, je pense qu'on pourrait se dire aussi, on peut parler de ces choses-là, mais soyez sensibles au fait que comme vous avez des gens qui vont être qui pourraient être affectés par ça. Oui, absolument. C'est super pertinent. Ça pourrait justement très bien se transposer dans un contexte de grandeur nature, je suis certain. Parfait. Hey, prochaine question. C'est super pertinent d'avoir une grosse discussion. Là, mais c'est pas grave, c'est vraiment, vraiment très pertinent, c'est très bon. OK, ouais. J'aimerais ça que tu me vendes un peu le jeu de rôle de Wizarding World Role Playing Game. Ah, ben là, ça va me faire plaisir. Vends-moi ce concept-là, vas-y. Ben, écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des amis il y a... C'était quand? Ça fait quand même quelques années. Dans le fond, j'ai un ami, François Tousignan, donc peut-être un peu connu des autres rôlistes. Là. C'est un gars qui va à Bicoline, mais c'est surtout un humoriste là, que vous avez peut-être vu passer au prochain stand-up récemment. Puis François Tousignan et mon ami Bobby Lacroix et mon ami Émilie Nantel ont créé un jeu de rôle basé sur
s'inspirait beaucoup du monde de World of Darkness. Fait que si vous aimez le système de World of Darkness, c'est un système qui s'est inspiré de ça. Et à un certain moment, on voulait juste comme jouer à Harry Potter. T'sais, on voulait juste, on pourrait être des loups-garous, des vampires, mais on voudrait être surtout dans Harry Potter parce qu'on était tous des gros Potterheads. Et là, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé avec JK, puis ses propos transphobes, puis le fait que finalement, c'est une turf, l'idée de garder l'information pour nous, je dis pour nous parce que je faisais partie du groupe de gens qui jouaient activement, mais je parle surtout de Bobby, Émilie et François qui ont créé le jeu. Ils ont fait, on ne peut plus le garder pour nous dans l'espoir de peut-être l'améliorer pour éventuellement peut-être le publier puis faire des sous avec ça parce qu'on n'est pas à l'aise de faire des sous avec quelque chose qui va potentiellement devoir avoir des redevances à quelqu'un qui a des propos transphobes. Donc, ils ont rendu le jeu complètement accessible dans la version qu'il est actuellement. Donc, vous pouvez aller sur le site que là, je ne me suis pas préparée, mais que je transmettrai à Pierre-Philippe et on pourra mettre dans la description d'épisode. Absolument. Je vais mettre dans la description d'épisode, oui. Mais donc, c'est ça. Sur le site, il y a les fiches de personnages, il y a le rulebook tel qu'il est rendu actuellement et il y a un lien vers le Discord. Le Discord qui est plus ou moins actif parce c'est encore très embryonnaire. On n'est pas beaucoup de joueurs à travailler là-dessus. Puis c'est la pandémie et tout ça. Là, je veux dire, je comprends que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment pour comme être en... Si des gens veulent plus être dans leur pantoufle, mais si vous voulez découvrir quelque chose et si vous voulez surtout participer à améliorer un jeu de rôle gratuit open source de Harry Potter, venez-vous-en. C'est comme je dis, donc en s'inspirant de World of Darkness, c'est sur une base de D10. Oui. Tout est possible. Le livre a des informations concernant, mettons, les règles selon Poudlard, mais ça serait très faisable de prendre ces règles-là puis d'essayer de les transposer à d'autres écoles de magie. Il y a eu des games qui se font à toute époque, de tout genre. Tout est possible. Vous pouvez faire une gang de méchants. Je veux dire, tout est là pour comme, utiliser la magie noire. Tout est là pour pouvoir utiliser, pour pouvoir être des adultes qui font de la magie, pour pouvoir être à Poudlard. Puis encore une fois, vu que c'est super libre, moi, je fais une game avec des gens qui sont comme, on voulait vraiment être des étudiants, fait qu'on s'est fait un horaire, puis là, on fait même... là, j'essayais d'inventer des affaires de comme, OK, là, comme, on s'en va dans un cours de botanique. Qu'est-ce qui se passe dans un cours de botanique? Parce que les gens voulaient plus avoir cette espèce d'environnement scolaire-là. Tu sais, souvent, quand on faisait d'autres games, c'était souvent comme, bon, là, vous êtes à l'école, mais à côté de l'école, il se passe plein d'autres affaires. Tu sais, fait que tout ça est possible aussi. Donc, voilà, c'est comme vraiment trippant, mais c'est encore en balbutiement. Fait que si ça vous tente de rentrer dans ce projet-là pour le rendre encore plus sophistiqué, c'est un super bon moment pour c'est le temps, oui, c'est vous ça, ajouter. exactement. Parfait. Fait que oui, je vais mettre la description dans la description du vidéo de ce... Redis-moi le nom pour être sûr que je ne me trompe pas, parce que ça se pourrait que je le rementionne encore tout croche. Pose-moi une autre question, puis je vais aller le googler pour te dire exactement le nom du site. Parfait. Je vais piger ma prochaine question. Tac, tac, tac. Je l'ai ici. Oh, c'est très léger, là. Tu as l'opportunité. Mettons, je te dis, Elisabeth, je starte une game de D&D, puis t'embarques, puis tu as le temps, là, dans un contexte où tu aurais le temps. Tu as l'opportunité de jouer dans une game, soit elle est 100% très urbaine ou 100% dans un espace sauvage. Tu préférais lequel environnement et pourquoi? En ce moment, je joue une game très urbaine de Changeling. Oui. Peut-être que je pourrais essayer quelque chose de très sauvage parce que je suis quelqu'un qui a toujours vécu en ville. Fait que, tu sais, moi, aller en grande nature, c'est là que je vais dans le bois. Probablement que ça serait super trippant. Puis ça me ferait avoir toutes sortes. Ça dépend quel univers. J'ai l'impression que comme on est souvent en contact avec le monde sauvage dans Donjons & Dragons, mais peut-être que justement dans un truc comme Changeling ou White Wolf ou peu importe, puis de dire comme, mettons, on se fait un groupe de loups-garous qui vivent comme le plus possible en campagne, puis genre une vie comme super... j'allais dire comme super campagnarde, mais en fait, comme carrément, mettons, on retourne à quelque chose de très primal, là, ça pourrait être vraiment trippant. Ça pourrait être cool parce qu'en même temps, tu aurais comme tout le temps l'espèce de
comment je pourrais dire, tu aurais tout le temps l'espèce pas de miroir de la société, mais tu verrais les gens, tu pourrais croiser du monde qui vivrait justement complètement dans une ambiance urbaine, là, très moderne. Ça pourrait être cool, ça pourrait être très cool. Est-ce que oui, vas-y, le nom. Et le nom, c'est Wizarding World, OK. The Role-Playing Game. Fait que c'est Wiz, comme un Wiz dans le temps qu'on s'envoyait sur MSN. Là. Oui. WizWorldRPG.com. Parfait. Fait que prenez ça en note, sinon ça va être marqué dans la description du vidéo. Prochaine question, Elisabeth. Une aventure, comme un module de jeu, inspiré soit par le Rocky Horror Picture Show ou une aventure inspirée par le film Labyrinthe. Lequel des deux tu voudrais? Je vais prendre Labyrinthe parce que j'ai pas vu l'autre. Hein? Mais c'est quoi le pire? Le pire, là, c'est que j'ai toujours voulu le voir, mais on dirait que j'ai jamais osé le voir parce que je voulais le voir en vrai, puis j'ai jamais réussi à avoir des billets. Ah! Sais-tu pourquoi? En plus, j'ai choisi ça parce que ça faisait partie. C'était un de vos sais, sujets pour un des épisodes, c'est pour ça. De notre premier épisode, si je ne me trompe pas. Ouais. Ben oui, puis j'avais reçu le premier épisode des Amazones, on avait reçu des personnes, des comédiens, comédiennes qui étaient sur le stage puis qui performaient les chansons pendant que le Rocky Horror Picture Show avait lieu. Puis ça fait partie des choses qu'un jour, post-pandémie, là, j'aimerais ça le faire. Là. Fait que j'ai eu l'occasion de faire quelque chose de peu similaire, mais avec le film The Room, que je suis allée voir quelques fois au cinéma du parc. Parce que c'était comme, on me disait, c'est comme le Rocky Horror Picture Show, mais comme ils font vraiment souvent, fait que c'est plus accessible. Mais j'aimerais beaucoup faire l'expérience de le voir en vrai. Mais là, tu vois, il est sur les plateformes de streamage que j'ai. Je pourrais genre, le regarder au moins une fois dans ma maison pour faire comme, à un moment donné, on va finir par y aller, là, avec le riz puis ces affaires-là. Mais voilà, fait que probablement Labyrinthe, parce que je l'ai vu vraiment plus souvent. Fait que dans le fond, fait que si mettons, je te dis Labyrinthe ou une aventure inspirée par The Room. Ben, je vais quand même prendre Labyrinthe. C'est plus le fun. Ben, ça me semble un peu plus développé. Là. Oui. Puis moi, je capote sur David Bowie. J'ai un tatou de David Bowie. C'est genre, ouais. Ouais, puis finalement, on a appris des choses un peu moins tripantes sur sa personne, là, avec comme toutes les vagues de dénonciation. Là, mais c'est très flou, là, tout ça. Là, fait que, quelqu'un va m'écrire, va me dire c'est pas flou, genre, je suis super ouverte à avoir de l'information, mais au-delà de ce que je sais, je fais juste comme, là, c'est fini, là, je fais plus de tatou de gens connus, là, parce que, comme... C'est pour ça que moi, j'ai un tatou de cube gélatineux, c'est tout ce que j'ai. Yeah. Bon. Un blob, genre, qui mange. Puis qui mange des gens, et dedans, il y a un crâne, fait que tu sais, il est déjà méchant, dedans, par Il est déjà méchant, c'est bon. Prochaine question. Jouer avec un DM que tu connais, mais le reste des joueurs sont de total étrangers. C'est un oui ou c'est un non? C'est un oui, parce que je l'ai fait avec Harry Potter. Parce que quand François m'a introduit au groupe, parce que quand François, Émilie et Bobby jouaient à Harry Potter, puis qu'ils m'ont invité à une de leurs games, en fait, où François était le master, je connaissais personne d'autre autour de la table, et aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. Oh! Fait que, ouais. Ça, c'est cool, ça. Fait que c'est oui, surtout si je connais le DM, en fait. Je pense que j'aimerais mieux connaître le DM que de connaître les gens autour de... Parce que quand tu connais le DM, si y a un problème, je veux dire, c'est plus facile, puis il va faire un effort pour t'inclure, puis il va faire un effort pour comme il te connaît un peu, fait qu'il va essayer de mettre un peu de sauce qui va te plaire autour de la chair de l'histoire, là. Fait que non, c'est sûr, j'aimerais... C'est un oui. OK, cool. Puis est-ce que tu serais aussi à l'aise, admettons, que tu serais DM d'avoir des joueurs que tu ne connais pas? C'est pas dans mes questions, c'est vraiment moi qui le pose, ça, je suis curieux. C'est une bonne question parce que j'ai DMé une seule fois. Puis là-dessus, j'ai eu dans cette game-là d'Harry Potter que j'avais DMé, il y avait une personne que je connaissais moins. Puis j'ai trouvé ça plus challengeant parce que je ne savais pas comment aller la chercher dans ses cordes sensibles sur comme qu'est-ce qui lui plaisait. Puis ça m'a pris du temps avant de saisir qu'est-ce qu'elle aimerait qui se passe dans l'aventure. Alors que les autres, vu que je les connaissais plus, j'ai trouvé ça plus facile de faire je vais rajouter un peu plus de storytelling là-dessus, un peu plus de combat par là, tu sais, parce que j'étais comme je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Fait que je suis pas fermée à l'idée, mais c'est sûr que plus la personne est facilement s'ouvre sur ce qui lui plairait, ça devient plus facile. OK. Justement, ma prochaine question, c'est drôle parce que tu as parlé d'une game que tu as masterisée. C'était quoi le jeu? C'était quoi le scénario, du moins? Qu'est-ce qui se passait dans la game que tu as masterisée avec un verre dans le nez, avec des D10 dans un bar à 2 h du matin?
D'où est-ce que ça vient, ça? Comment ça, tu sais ça? Ben, moi, je ne révèle pas mes sources. Oh, mais ça se raconte pas! OK. OK. Ben, c'est correct que ça ne se raconte pas. C'est correct aussi. Ça me va. Il n'y a pas de problème. C'était au Nacho Libre. OK. Il y avait des D10. Je voulais commencer à master des games. Puis finalement, j'ai master des années plus tard. Là. Ça n'a pas marché, ce groupe-là. Mais on était très, très sous. Puis je pense que j'essayais vraiment beaucoup de pousser l'agenda BDSM. Fait que je ne montrais pas ce qui s'est passé. OK. Vois-tu, ça, c'était les éléments que je ne savais pas. Parfait. J'ai tout le temps une ou deux questions plus choc de même. J'ai eu une entrevue avec voyons, Charles Beauchesne la semaine passée, puis j'y ai sorti une question dans sa face, puis il a en fait comme hey, où est-ce que tu sors ce personnage-là que j'ai joué il y a 15 ans? Oh, wow! Ouais. Parfait. Cool! OK, j'en ai une autre ici. Est-ce que la piqûre pour le jeu de rôle sur table fut immédiate à la première aventure ou c'est devenu vraiment plus sur le temps? Je te dirais que ça a été assez immédiat. Moi, la première fois que j'ai tiré des dés, là, j'avais 4 ans avec mon père qui disait roule mes initiatives, puis tout ça. Là, j'ai toujours trippé, même si je n'avais pas accès, l'idée de le faire me faisait tripper. Les premières fois que j'ai joué à des grandeurs nature, c'était des gens qui faisaient grandeur nature dans ma cafétéria de mon école secondaire. Puis finalement, j'ai fini par aller sur un terrain parce que je trouvais qu'il y avait un gars qui était cute. Puis je voulais aller à la même fin de semaine que lui qui faisait ça. Puis finalement, c'est devenu un ami, il ne s'est jamais rien passé. Là. Mais tout ça pour dire que même si souvent j'étais comme l'idée me plaisait, ben finalement c'est devenu comme rapidement, genre c'est bien trop trippant, c'est bien trop malade. Mais je te dirais que à un moment donné, l'idée de le faire était trippante, puis à un moment donné, quand tu le fais, l'idée de te perfectionner comme a pris beaucoup plus de place aussi, tu sais, de faire je veux être encore meilleur, je veux être une. Et c'est pour ça que je capote à l'idée d'avoir été acceptée dans l'équipe d'animation du Grand Nature où je vais depuis la fois où j'ai trouvé qu'il y avait un gars cute que je voulais aller voir sur un terrain par rapport à Mirabel, tu sais. Mais c'est l'idée de pouvoir maintenant faire partie des gens qui vont façonner l'univers. Pour moi, c'est comme si j'avais toujours regardé des spectacles, puis là, je vais aller en arrière-scène, puis je vais voir comment ça se passe, puis je vais comme un peu plus comprendre le jeu, comme dans tous ses aspects, dans tous ses angles. Fait que, voilà, je pense que je suis rendue là. Est-ce que c'était un peu dans ce mindset-là que justement tu as comme voulu masteriser tes premières games? Ta première game que tu as aimé justement d'Harry Potter, est-ce que c'est parce que tu t'étais dit OK, c'est le temps de voir justement l'arrière-scène, de voir comment ça se passe? Ben ouais, parce que c'est vraiment l'idée de comme à un moment donné, quand tu es tout le temps la personne qui reçoit, c'est facile d'avoir une seule. C'est comme voir le jeu en 2 dimensions. Tu sais. Ouais. Puis là, quand tu vois, OK, c'est comme ça que la personne. Puis là, c'est là que je vois tout le talent des gens avec qui j'ai joué et qui ont été capables de récupérer des choses, qui ont été capables de sauter sur des occasions, OK, vous voulez bifurquer vers là, ben oui, on va tout improviser à partir de là. Puis c'est là que j'ai compris, en fait, tout le talent de ces personnes-là qui m'ont entertainé depuis autant d'années, tu sais. C'est pour ça que je suis excessivement effrayée de commencer à animer parce que j'ai peur que ça fasse comme ah ben c'est pas bon, tu sais. Puis je me suis fait dire, puis je me suis fait donner un conseil, fait que si jamais il y a des gens qui écoutent et qui un jour vont animer, le conseil qu'on m'a donné, c'est sûr que les gens, ça va arriver que les gens vont pas avoir aimé ça ou que tu vas t'être trompé. Puis l'idée, c'est pas de juste comme faire comme si c'était pas arrivé. L'idée, c'est d'apprendre de ça puis de continuer malgré cet échec-là. Mm-hmm. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que un peu de la même façon comme quand tu fais du théâtre ou peu importe, tu sais, puis que tu n'as pas dit ta réplique comme faux, mais des fois, les gens, ils ne savent pas ce que tu allais dire de toute façon. Fait ils ne se rendent pas compte que tu t'es trompé. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas allés dans la bonne aventure. Ils ne se rendent pas compte que ça a pris 15 minutes au lieu d'une demi-heure ou d'une demi-heure au lieu de 15 minutes. Fait que, tu sais, comme ça m'arrivait souvent, moi, toutes mes games que j'ai masterées à date, là, j'ai tout le temps sorti de là en disant hey, je m'excuse, c'était tellement en poche. Puis les gens étaient comme ça, pas rapport, là. C'est comme ça a été super trippant, mais c'est ça, ça va être de déconstruire beaucoup ce sentiment d'imposteur-là. Puis, Effectivement, je le vis encore constamment. Mm-hmm. On enregistre des games, là, puis je suis complètement tétanisé à chaque fois. Je me dis tout le temps, ah, c'est de la merde. Mais c'est un travail au quotidien, mais c'est un travail qui marche. Mm-hmm. Ça marche. Hey, prochaine question.
On arrive bientôt, c'est à la fin. Tabarnouche, il m'en reste plein en plus, malheureusement. Le personnage d'un autre joueur que tu as détesté. Mais attention, je parle pas du joueur, je parle vraiment du personnage. Ben Pourquoi? Oui. Wow. OK. Les personnages que j'ai détestés, je fais un grandeur nature qui s'appelle le Royaume d'Avalon. Oui. Qui s'appelle maintenant les Grandeurs nature Avalon. Puis dans le 3e cycle, qui s'appelait donc le cycle de Richard Cœur de Lion, moi, je faisais partie d'une gang de joueurs qui tripaient à traîner avec Robin des Bois. Et j'ai absolument détesté le personnage du shérif de Nottingham, mais qui était joué par mon ami Martin Boire et qui est un excellent animateur, là, qui est vraiment bon pour jouer des personnages méchants. Et j'ai encore aujourd'hui des moments de bataille que je me rappelle très bien, puis de comme je l'ai tellement haï. Puis en plus, il a tué mon amoureux, puis j'ai comme pleuré pendant une fin de semaine au complet quand c'est arrivé. Fait que je l'ai tellement détesté. Mais c'était pas vrai, tu sais. Mais c'était tellement prenant, là, c'était vraiment un beau personnage à haïr. Il était tellement méchant, là, puis à la fin, je pense que, tu sais, il avait comme tout tweaké. En plus, là, c'était rendu que c'était non seulement qui était le shérif de Nottingham qu'on connaît dans notre imaginaire, mais en plus de ça, je pense qu'il était rendu genre un sorcier maléfique. Là. Il y avait d'autres affaires, mais c'était rendu vrai. Écoute, il était pas fin, là. Il était méchant, 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 là. Un vrai vilain, là, comme dirait Louis T. Là. C'était vraiment un vrai vilain. Là. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis j'ai beaucoup aimé l'haïr parce que la personne derrière était très talentueuse. Oui, mais ça veut dire que justement, il l'a bien fait. Si tu as aimé haïr le personnage parce qu'il le jouait très bien. Mm-hmm. Cool. Hey, dernière question avant de tomber. En fait, moi, j'ai tout le temps tout ça. J'ai une dernière question. Puis après ça, j'ai une question bonus qui n'est pas écrite, que c'est moi, en fait, qui l'a préparé. C'est souvent une mise en contexte pour une partie jeu de rôle, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu voudrais jouer, par exemple. Okay. Mais là, ma dernière question, et c'est une question que je considère très importante parce que c'est vraiment important de se lancer des fleurs de temps en temps. C'est quoi ta plus grande force en tant que joueuse, selon toi? Je pense que c'est ma générosité. Explique-moi. J'ai de la difficulté à jouer. Ça a été un gros défi quand je jouais mon personnage pas fin, là, justement. J'ai de la difficulté à jouer quand les autres personnes n'ont pas de plaisir. Fait que si j'apprenais, par exemple, que j'ai fait quelque chose de pas fin qui fait que ça a gâché la fin de semaine de quelqu'un ou la partie de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose je trouve qui me ferait du mal. En fait, j'aimerais pas ça apprendre que parce que j'ai fait un coup de cochon, quelqu'un a passé une mauvaise fin de semaine. Fait que je sais qu'il faut... Ça se relativise. Il y a des gens qui vont dire comme moi, mais toi aussi, tu paies pour être là. Toi aussi, c'est ton jeu. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ce jeu-là. Mais c'est vraiment important pour moi de m'assurer que tout soit clair puis que comme tout le monde a le maximum de plaisir. Puis je suis quelqu'un aussi, tu sais, que c'est pas difficile pour moi de... Même si je suis quelqu'un de très extraverti puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le jeu, c'est pas difficile pour moi de... Quand je sens que quelqu'un, c'est comme important que ça soit son moment de me tasser puis de laisser la place aux autres. C'est super important. Puis je trouve que des fois, comme en grandeur nature, là, c'est un exutoire. Puis pour plusieurs personnes, c'est un exutoire. Puis c'est super que ça existe, cet espace-là d'exutoire. Mais des fois, c'est que ça se fait aux dépens de d'autres joueurs. Puis ça me fait de la peine quand je vois ça. Puis c'est rare que je confronte là-dessus, mais je trouve ça quand même très triste quand je vois des gens qui disent ben pour moi, mettons, moi je vais en grandeur nature pour engueuler du monde ou pour me battre, puis me battre, puis genre chercher la chicane, tu sais, des choses comme ça, parce que j'ai pas l'occasion de le faire. Puis c'est correct, là, c'est un mécanisme de défense là, de dévier sa violence sur autre chose. Puis tant mieux si ça se fait dans un contexte consentant, tu sais. Mais personnellement, je suis comme, c'est un jeu de groupe. Fait qu'il faut que ça soit le fun pour moi, mais il faut que ça soit le fun pour tout le groupe aussi. Fait que je pense que c'est une de mes forces en tant que joueuse. Même si c'est pas moi qui est en l'animation, je veux que tout le monde ait du fun avec qui je joue. C'est une très belle réponse, Elisabeth. Merci. Puis pour te faire une confidence, c'est pour ça que, par exemple, à l'Enclave, je suis dans l'organisation, je ne suis pas capable d'être joueur parce que l'Enclave, c'est un jeu de
de couloir. C'est un jeu d'arrière-scène. C'est comme du Game of Thrones là, sur scène. Et je ne suis pas capable d'être en conflit avec les gens. Mais c'est plus facile quand tu es animateur. Ben, c'est beaucoup plus facile. C'est Ben exactement oui. ça. C'est pour ça que je suis animateur parce que je ne suis pas capable en tant que joueur d'être en conflit. Je me fais donner un rôle, puis je suis OK, coach, je fais ce rôle-là, je vais être le gars le plus méchant. Puis c'est pareil quand je DM, OK, je vais être un DM. Mais même quand je suis joueur autour d'une table de jeu de rôle, je ne suis pas capable d'être méchant avec quelqu'un d'autre. Je suis comme puis il conflit. Fait que je comprends très bien ce que tu veux dire par là. Ben, en tout cas, si jamais vous avez besoin à l'enclave de quelqu'un qui vient une fois, genre se faire trancher une gorge, parce que comme je dis, je peux pas dire oui, j'ai pas le temps. Mais non, mais pour vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Mais t'aimerais ça, c'est vraiment cool pour vrai. Pas mal sûr, j'aimerais ça. Puis là, ça va me créer des besoins. Oh non! Okay, question bonus. Elisabeth, de toute façon, on termine ça. Ma question bonus, c'est toujours une mise en contexte. Souvent, je décris un peu une ambiance de jeu. Puis je suis tout le temps à savoir un peu qu'est-ce que tu voudrais jouer, par exemple. Je prépare une game. Tu es invité, puis tu as le temps. C'est une campagne. T'avais-tu joué à la 5e édition un peu? Un peu, oui. Okay. 5e édition, c'est une game, ça va être du seafaring, là, ça va se passer sur des bateaux pirates, puis c'est tout le temps comme une histoire de découverte d'îles, puis un peu style Nouveau Monde, on va découvrir des nouveaux horizons qui ne sont pas encore cartographiés, des choses comme ça, et tu es membre dans le fond d'un équipage, c'est plus un peu Renaissance, justement, avec armes à feu et tout ça. Qu'est-ce que tu te pars? Probablement que je partirais quelque chose que j'ai jamais fait. Ce temps-ci, je suis bien forte là-dessus. Là. Genre, j'ai jamais joué de telle affaire, fait que c'est ça que je fais. Fait que pas un barde. Fait que pas un barde, exactement. Peut-être que j'irais vers un rogue. T'as jamais joué de rogue? Non. Souvent, comme souvent mis ensemble. Souvent, ils vont dire « Ah, je joue un barde. » Ben, j'ai joué des bardes qui étaient un peu roguelike. Ouais. Mais non, peut-être que je partirais... peut-être que quelque chose comme un pirate... un pirate druide, là, peut-être. Là, genre, shit, ouais. Qui est comme capoterait à aller trouver genre des champignons fuckés sur les pour comme faire des expériences avec ça, puis genre communier avec la nature, puis quelque chose comme ça. Avec la faune marine. Parler avec les dauphins. Ouais. Fait que, ouais, probablement parce que j'ai jamais joué de genre druide. Puis probablement que j'essaierais de faire quelque chose de justement très, très hippie, très cabotin. OK. Cool. Merci beaucoup. J'apprécie ce personnage-là. Je l'accepte dans ma team. Yes. Cool. Hey, merci, Elisabeth. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. C'était pas assez long. Genre, non, je sais. Mais c'est super de faire des podcasts aussi qui ne durent pas 4 heures. Là. Je veux dire, c'est le fun que la faune se diversifie avec des podcasts d'1 heure, là, mais c'était vraiment trippant. Si jamais dans comme 50 épisodes, tu refais des parties 2, ça me ferait plaisir de revenir. Ben écoute, absolument. Puis même peut-être que je vais avoir aussi l'occasion de t'inviter dans un autre contexte. Là. On a beaucoup de types de contenus qui s'en viennent. Fait que, hey, merci beaucoup encore une fois, Elisabeth. C'était, dans le fond, j'étais accompagné cette semaine d'Elisabeth Silson du podcast Les Amazones et aussi une rôliste avouée et qui pratique autant sur table que dans le boisé. Je ne sais pas comment le dire autrement. On dit ça comme ça. C'était encore une fois monter de niveau. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous encourage fortement à vous abonner bien sûr à la page YouTube, vous abonner à la page Facebook et aussi d'aller voir le podcast des Amazones que j'ai découvert moi-même récemment et que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment bon, super pertinent sur plein de sujets en lien avec le milieu du jeu de rôle d'un point de vue qui est très féministe et pour de vrai, je vais le pousser, je vais le mettre de l'avant, je vais le mettre dans les descriptions en dessous. Et encore une fois, beaucoup merci Elisabeth et on se dit à la prochaine fois. Bye! Merci Pépé, bye!